Mesdames, Messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité, la RDC dispose désormais d'un navire patrouilleur haute mer pour la défense de son territoire, dénommé Alternance Pacifique du 24 janvier. Ce patrouilleur va appuyer les opérations militaires des forces armées de la République dans leur mission de défense du territoire national. Et puis accusé par le M23 AFC de soutenir les Wazalongo en force surnaturelle en cette période d'agression rwandaise, les autochtones pygmées sont menacés de quitter leur terre. Une politique d'épuration ethnique mise en place par le Rwanda. Ça sera tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bienvenue aux 20h. Direction la ville d'Uvira, dans la province du Sud-Kivu, où se tient un forum sur la paix et la défense. Et pour consolider cet élan de solidarité contre l'agression rwandaise, les autorités locales ont réuni toutes les forces vives de cette province pour la défense et l'intégrité du territoire national. Ricky Nzouzi pour ce reportage. Le 4 avril prochain, le Conseil de sécurité des Nations Unies va tenir une importante réunion à New York consacrée exclusivement à la situation qui prévaut à l'est de la RDC. En prévision de cette importante réunion, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, M. Wang Zia, est en tournée dans quelques pays de la région. Reçu par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, M. Wang Zia a expliqué l'objet de sa mission au chef de l'État qui a fait à son tour sa lecture de la situation actuelle jugée très préoccupante. Au cours de cette même audience, M. Wang Zia a réitéré la volonté des Nations Unies d'accompagner la République démocratique du Congo dans la recherche d'une paix durable au regard des atrocités que vivent au quotidien les populations des provinces du Nord et Sud-Kivu. Nous avons une situation de crise très inquiétante avec les dernières évolutions qui a aggravé encore davantage l'instabilité dans la région des Grands Lacs, notamment à l'est de la RDC. Avant d'aller à New York pour participer à une réunion du Conseil de sécurité consacré à la région des Grands Lacs, qui aura lieu le 4 avril prochain. Une réunion qui va parler de cette situation de crise dans la RDC, de l'application de la résolution 2773, et aussi pour parler de la recherche d'une solution globale, durable, pour assurer la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs. Pour le haut fonctionnaire des Nations Unies, l'enjeu immédiat consiste à relever le défi de la désescalade sécuritaire occasionnée par la coalition AFC M23 parrainée par le Rwanda. C'est une occasion importante pour contribuer à la désescalade des tensions actuelles et après parler des dossiers plus globaux, plus substantiels. Aujourd'hui, il y a cette résolution 2773. Comment la mettre en application? Comment reprendre rapidement le processus de Luanda et le processus de Nairobi? Et c'est là l'enjeu immédiat à relever pour désescalader la tension et après mieux gérer les enjeux à moyen et à long terme. Par ailleurs, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs s'engage à poursuivre ses bons offices et à soutenir les deux processus de paix en cours, celui de Luanda et de Nairobi. Voilà, vous avez compris qu'il s'agissait de la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est du pays, qui était au cœur des entretiens entre le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi et l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Grand Lac à la cité de l'Union africaine. Je disais donc, direction la ville d'Uvira dans la province du Sud-Kivu, où se tient depuis quelque temps un forum sur la paix et la défense. Et pour consolider cet élan de solidarité contre l'agression rwandaise, les autorités locales ont réuni toutes les forces vives de cette province pour la défense de l'intégrité territoriale. Ricky Nzouzi pour ce reportage. La ville résiliente d'Uvira au sud Kivu prend son destin en main.
en répondant activement à l'appel de la mobilisation générale lancé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin de résister face à l'agression rwandaise. C'est dans ce contexte que l'autorité urbaine, le maire adjoint d'Uvira, a organisé samedi 8 mars 2025 un forum sur les enjeux sécuritaires face à la responsabilité de tous. Surtout que les patriotes Wazalendo, qui ont passé beaucoup de temps en brousse, sont présents à Uvira pour défendre l'intégrité territoriale de la RDC aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo. Kifara Kapenda Kiki a joué un rôle important à cette occasion. C'est pour recréer la confiance entre ces patriotes Wazalendo et les FARDC, devant travailler main dans la main et aller au front en ordre utile. C'est notre devoir, plutôt de pouvoir nous défendre et chasser l'ennemi. Tous, on est tourné maintenant vers le front. Et nous qui restons maintenant, toute la population, nous sommes là exactement derrière nos FARDC et derrière nos Wazalendo. C'est un travail que nous allons continuer à faire pour que, quelque part là, nous sortions de cette crise-là de gaillardie, donc dans l'aspect sécuritaire et dans l'aspect de bonne gouvernance. Les résolutions de ces forums et autres stratégies vont toujours dans le sens de sécuriser la population d'Uvira et de ses environs, ainsi que leurs biens, selon les missions prioritaires du gouvernement souminois en cette période de guerre. Le coordonnateur national du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba a eu des échanges avec l'envoyé spécial des Nations Unies pour la région des Grands Lacs. Au menu, la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC. Un reportage de Patricia Ungu. Au cœur des discussions, l'évaluation de la situation sécuritaire et humanitaire dans la région de Grands Lacs, avec un accent particulier sur l'est de la République démocratique du Congo. Selon le professeur Toumba Luaba, la situation sécuritaire dans l'est du pays demeure une source de grande préoccupation pour la communauté internationale. L'instabilité persistante, marquée par la présence de groupes armés et les exactions commises contre les populations civiles, continue d'aggraver la crise humanitaire. Nous devons sortir de cette approche de l'attentisme et nous poser d'abord la question de savoir, nous avons obtenu une résolution fondamentale 1773 et qui a été suivie des sanctions prises par un bon nombre de pays européens qui avant ne bougeaient pas. C'est de se dire, nous Congolais, avec cet instrument en main, qu'allons-nous faire, quelles mesures allons-nous prendre en interne pour ensuite nous tourner vers l'extérieur pour leur dire, vous aussi, quelle est votre part dans la mise en œuvre. Par ailleurs, la question de la responsabilité du Rwanda dans les violences et les pillages de ressources naturelles congolaises a été abordée dans le cadre de l'accord cadre 1773. Elle prend corps au Rwanda et fait le lit des prochaines guerres. L'idée des terres rwandaises qu'aurait prise la RDC, une succession des faits, démontre que le politique rwandais construit un imaginaire faux pour en faire une réalité. Cette chronique est de Edi Chala. La fausse idée d'un grand Rwanda d'avant la période coloniale fait son chemin au pays de 1000 collines. Alors que l'histoire démontre, carte à l'appui, que la Belgique a cédé 8000 km² de terre à l'Allemagne, une députée rwandaise pose en des termes clairs la problématique au Parlement rwandais pour re-questionner les frontières héritées de la colonisation. C'est cette nouvelle prétention qui prend de plus en plus corps, suivant laquelle il y avait un grand Rwanda. Donc lorsque le président Pasteur Bizimungu, le précédent, en avait parlé à Gisenyi en 1996, on croyait que bon, c'était un peu, voilà, il rêvait un peu. Mais nous sommes étonnés d'avoir constaté
qu'en 2024, Paul Kagame, en voyage, je crois, au Bénin, est revenu là-dessus en disant de toute façon, toute cette partie nous revient. Selon Mouzana Alice, contrairement à toute l'histoire connue, des terres rwandaises plus spacieuses que le Rwanda actuel ont été données aux Congolais. Kagame l'a dit et redit à qui voulait l'entendre. La semaine dernière, James Kabarebe affirme que la colonisation n'a pas résolu le problème des populations rwandophones en RDC. Ces populations, rappelle-t-il, sont confrontées à des problèmes similaires à ceux qui ont conduit à la guerre du FPR en 1994. Peu à peu, les velléités expansionnistes se découvrent et le dépeuplement des populations congolaises dans les zones occupées s'explique. L'idée derrière est celle d'une autodétermination des peuples avec une population recomposée dans les territoires occupés. De quelle libération alors parlent Corneille Nangaa et Bertin Bissimois? Les intérêts sont clairement affichés par Kagame et les siens. La question de 1910 sur les frontières est très bien connue pour être torpillée par le poison rwandais. Ainsi donc, quelle frustration, quel désaccord politique justifierait pareille trahison à la nation? La RDC vient de franchir une étape historique importante dans le renforcement de sa souveraineté maritime avec l'arrivée de son tout premier patrouilleur haute mer baptisé Alternance Pacifique du 24 janvier. Une cérémonie présidée par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Guy Mandiavita. Sandra Nyangui pour ce reportage. C'est un patrouilleur haute mer PHM 142 baptisé Alternance Pacifique du 24 janvier 2029 qui vient d'être commissionné. La cérémonie irrelative a eu lieu au port de Boma en présence du chef d'état-major général adjoint des FARDC en charge des opérations et renseignements et lieutenant-général Tchaligoun Ndourou, du chef d'état-major force navale l'amiral Kouyandi Lukombo et du vice-gouverneur du Congo central Prosper Ntela. Dans son allocution, le vice-premier ministre, ministre de la Défense et des anciens combattants, maître Guy Kabombo Modianvita, a remercié le commandant suprême de FARDC, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a permis l'acquisition de ce navire de guerre destiné à assurer la surveillance de nos côtes et limiter l'intimidation de la marine de pays frontaliers. Ce patrouilleur, deuxième grande unité de la force navale, doit désormais marquer sa présence le long de notre frontière maritime et prendre en charge la problématique de défense et de sécurité liée à cette importante voie de communication avec l'accord reçu du président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je veux m'employer à acquérir une autre unité très bientôt. Je vous rassure d'une bonne prise en charge de l'équipage et toutes les dispositions seront prises pour que l'alternance pacifique du 24 janvier 2019 soit opérationnel sans arrêt. Ces patrouilleurs haute mer est une arme de défense de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. À la suite du cérémonial du commissionnement, Maître Guy Kabombo Modianvita a remis au chef d'état-major général adjoint le drapeau national, le pavillon et la flamme de guerre, symbole de la nation congolaise, qu'il a remis à son tour au commandant du navire pour le hisser sur le mât du navire. S'en est suivi la visite du navire et l'embarquement pour une randonnée fluviale. Vous suivrez l'intégralité de ce reportage juste après ce journal. Une administration publique à visage humain, la nationale de sécurité sociale de l'agent public prendra désormais en charge les risques professionnels, nous dit Cédric Kenina et Nadine Kilocho. Prise en charge des militaires et policiers par la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, CENSA-PONSIG, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, était face aux policiers de la ville de Kisangani le lundi 10 mars 2025. Il a plu à son agence de président de la République de donner des orientations précises en disant que tout ce que vous allez faire comme négociation avec les syndicats des agents civils, il faut toujours penser au personnel militaire de l'armée et de la police.
À l'occasion, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a vulgarisé sur les avantages que le nouveau système de sécurité sociale offre aux policiers et militaires en termes de prise en charge liés aux risques professionnels, maladies et accidents de travail. Les risques pris par les militaires, notamment je pense ici à ceux qui sont au front, et les policiers qui garantissent l'ordre, la sécurité des biens et des personnes ici dans notre pays, eh bien, ces risques-là seront pris en compte, seront couverts. Un policier blessé sera pris en charge par la Caisse nationale de sécurité sociale jusqu'à la réparation de la blessure ou de la maladie, s'il est démontré que c'est une maladie professionnelle. En outre, tous les militaires et policiers inscrits dans la branche vieillesse seront valablement et dignement pris en charge par le Trésor public grâce aux prestations de la Sainte-Sape. Désormais, la retraite de militaires et de policiers sera mieux assurée, aura un visage humain. Désormais, les droits liés au veuvage, aux rentes d'orphelins seront mieux encadrés et mieux protégés. En présence du gouverneur de province de la Tchopo et des élus nationaux, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a sensibilisé sur cette réforme qui révolutionne le système de sécurité sociale des agents publics de l'État sur l'ensemble du pays. Et puis le ministère de la Communication et Médias en partenariat avec l'UNPC et le GED ont organisé un forum national axé sur l'engagement des médias pour la paix, la sécurité et la défense nationale. Nous dit Gaëtan Magalano. Pour le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, c'est une réponse à la mobilisation qui a été décrétée par le chef de l'État. Avant d'être professionnel de médias, vous êtes d'abord de Congolais et cette guerre est faite aux Congolais, a rappelé le porte-parole du gouvernement à l'assistance. Je voudrais profiter aussi de ces instants pour dire toute notre solidarité aux journalistes qui sont bloqués aujourd'hui aux villes sous occupation, mais aussi dans les autres parties du territoire, parce que régulièrement, eux aussi sont des victimes de cette guerre, parce qu'ils ne peuvent plus exercer librement leur profession. Le ministre Patrick Mouyaya a salué l'engagement de professionnels de médias qui s'y sont déjà mobilisés dès les premières heures de cette agression pour être sûr que nos compatriotes ont la bonne information. Il a rassuré de l'engagement du gouvernement à rétablir la paix, la stabilité et à protéger les droits fondamentaux du peuple. Il est important qu'au terme justement de ces discussions qui vont porter sur comment les médias vont contribuer à la paix, que nous puissions nous tous voir aussi comment les médias peuvent contribuer justement à la fin de la guerre, comment les médias peuvent contribuer à outiller nos populations à mieux comprendre non seulement les enjeux, mais à adopter des réflexes qui leur permettent de ne pas être parfois involontairement des agents de propagation de ce poison rwandais. Intervenant à son tour, Chivis Chivwadi, président de l'ONG GED, a rappelé les conséquences enregistrées à la suite de cette agression. Beaucoup de choses ont déjà été dites sur cette catastrophe humanitaire. Des chiffres effroyables ont été publiés sur le nombre de morts, sur les millions de nos morts, sur des milliers de personnes déplacées internes, sur des infrastructures détruites, y compris des infrastructures et installations des médias qui ont été attaqués, des médias réduits au silence et beaucoup de nos confrères journalistes condamnés à l'errance. De son côté, le président de l'UNPC a insisté sur la responsabilité des journalistes dans la formation de l'opinion publique. Le professeur Isidore Ndayouel, dans son intervention, a rappelé que la guerre d'agression est aussi une opportunité de réécrire l'histoire du pays. Dans chaque moment de crise, il y a de grands hommes et de grandes femmes qui s'élèvent. Je crois qu'au cœur de cette grande crise, de nouvelles figures de la paix émergeront, a-t-il affirmé. Après la ville de Mbandaka, le ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussa a repris sa caravane de mobilisation. Il s'est rendu à Makanza pour sensibiliser les jeunes à s'enrôler dans l'armée. Un reportage d'Edith Chala. Dans la province de l'Équateur, le ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussa Tongwa est dans un périple de mobilisation. Après Mbandaka, il s'est rendu dimanche à Makanza, dévalant les fleuves dans un canot rapide. Accueilli par une foule immense, ce membre du gouvernement souminois a appelé des milliers d'habitants réunis pour l'écouter à rester soudés derrière le président de la République Félix Antoine Tshisekedi afin de neutraliser l'agresseur qui tue nos compatriotes à l'est du pays.
Jean-Lucien Boussa, leader du Grand Équateur, a beaucoup insisté sur la mobilisation et l'unité de tous les compatriotes autour du président Félix-Antoine Tshisekedi, ce qui permettra de fermer toutes les portes d'accès à l'ennemi. Comme partout où il est passé, dans le cadre de la mobilisation de toutes les couches sociales contre l'agression rwandaise, le ministre Jean-Lucien Boussa a sensibilisé les jeunes de Makanza à intégrer les forces armées de la République démocratique du Congo. Le district de la Tchangou dit non à l'agression rwandaise. L'élu de ce coin de la capitale, Jonathan Bialusukwa, a battu le rappel des troupes pour un soutien inconditionnel au FRDC. Cédric Ilina nous en dit plus. Un retour dans le temps pourrait faire l'histoire des différentes guerres d'agression, de l'AFDEL au M23 en passant par les CNDP. L'ombre du Rwanda n'a pas cessé de planer autour des ressources naturelles de la RDC. Jonathan Bialusukawata, grande figure du district de Tchangou, a au-delà d'une grande mobilisation éveillé les consciences sur les dangers qui guettent la nation aujourd'hui, notamment la partie occupée par l'armée rwandaise. L'heure n'est pas à la division, a-t-il renchéri. Tous derrière les forces armées de la République démocratique du Congo et leur commandant suprême, Félix-Antoine Tshisekedi. Je pense qu'à la date d'aujourd'hui, vous avez la priorité de tout Congolais. La priorité de tout Congolais, d'abord, c'est de sauver l'intégrité territoriale de notre pays. Et la bonne manière de sauver l'intégrité territoriale, c'est d'impliquer toute la population congolaise derrière le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi et les forces armées. Et nous sommes descendus à Tchangou pour sensibiliser toute la population de Tchangou à se mettre derrière notre FARDC et la jeunesse aussi à adhérer dans notre armée. L'Alliance pour la bonne gouvernance s'est mobilisée. Tchangou s'est mobilisé et son élu, Jonathan Bialusuka, appelle à la vigilance et à un sursaut patriotique pour sauver la nation des griffes de l'impérialisme. Le directeur général de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi de conventions des collaborations a effectué une visite d'inspection dans la partie sud-ouest de la capitale. L'objectif est d'évaluer le lancement des travaux de construction de la rocade Kinshasa. Gaëtan Magalano. Guidé par les ingénieurs de l'agence congolaise de grands travaux, maître d'ouvrage délégué du ministère de ZTP, le directeur général de l'APCLC et sa suite ont pris la mesure de visiter la partie sud-ouest de Rocadre le samedi 8 mars 2025 après la forte pluie qui s'est abattue sur la capitale Kinshasa afin de s'assurer de la qualité de l'ouvrage. Grâce notamment aux explications des ingénieurs, maître Freddy Yodi Chembo a été éclairé sur l'évolution de travaux de ces routes périphériques qui ceintureront très prochainement Kinshasa, la capitale de la RDC. Notre ville de Kinshasa sera dotée d'une route périphérique comme la plupart des grandes capitales du monde. Et donc c'est un projet ambitieux. Nous avons eu l'occasion de le parcourir à partir du point kilométrique 0 à son entrée à Mboudi, jusque là où nous sommes maintenant. La satisfaction, c'est de voir que les travaux ont vraiment commencé. Mais il y a quand même des préoccupations. On a fait le même constat que son Excellence, Monsieur le ministre des Infrastructures avait fait, que la majorité de l'emprise est occupée. Et donc il y a un sérieux problème d'expropriation, mais heureusement qu'il y a eu une commission à pied d'œuvre. Nous avons essayé d'accélérer, de mettre beaucoup plus de pression, parce que nous regardons nous beaucoup plus le côté financier, mais on va exercer beaucoup de pression pour que la commission travaille, se mette vraiment à pied d'œuvre et que les choses s'accélèrent. Signalant qu'à cette phase, le rocade de Kinshasa, c'est 63 km de route qui ceintureront à terme la ville et grâce à des routes pénétrantes permettront de s'y rendre dans toutes les directions. Un projet vital pour la capitale congolaise de plus en plus congestionnée qui tient à cœur le président de la République.
Dans le cadre de la lutte contre les embouteillages récurrents dans la ville de Kinshasa, la Commission nationale de prévention routière, un des services techniques du gouvernement, vient de relancer avec l'opération de traçage au sol. Les travaux ont été exécutés au rond-point Kitambo, Rodipamba. Cette relance des travaux de traçage et d'implantation de la signalisation horizontale dans la marque routière partira des avenues Ngouma et route Matadi dans la commune de Ngaliema est un ouf de soulagement pour la population quinoise. Selon le président de la SNP, Bienvenue Mounia Soubi, l'objectif poursuivi est de faire parler toutes les artères de la ville de Kinshasa en vue de non seulement fluidifier les trafics, mais aussi réduire la fréquence des embouteillages et accidents de circulation. La SEMPER, service spécialisé et technique du gouvernement congolais en matière de prévention et sécurité routière, réaffirme davantage son engagement à lutter contre les embouteillages et à sauver des vies humaines sur les chaussées. Outre les marquages au sol, les avenues Ngouma et Tourisme en Ngaliema ont été de nouveau réaffectés à une circulation alternée à sens unique de 5h du matin à 15h. Cela dans le seul but de réduire les embouteillages qui préoccupent plus d'un Quinois, car la circulation routière, mieux le déplacement rapide de la population d'un lieu à un autre, a un grand impact dans la vie humaine, tant sur le plan du développement économique que sur la santé. La sécurité routière est l'affaire de tous. Le gouvernement de la République met les bouchées doubles pour promouvoir la classe moyenne en RDC. Pour ce faire, un partenariat a été conclu entre l'Agence pour la promotion de la classe moyenne et l'Office national de l'emploi. Reportage. Au regard des missions presque semblables leur confiées par le gouvernement central, l'Agence pour la promotion des classes moyennes congolaises, APROSEM, et l'Office national de l'emploi, ONEM, deux institutions sœurs, ont convenu de travailler ensemble. Objectif, matérialiser le premier axe du second quinquennat du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, à savoir la création de 6 400 000 emplois. Pour y arriver, le directeur général de l'APROSEM, Pascal Tchelou, et son collègue de l'ONEM, Maître Béa Gombe Fano, s'y attellent à produire dans un bref délai un canevas, une sorte de feuille de route devant contenir les stratégies pour réussir une telle mission. Nous avons passé en revue un certain nombre de préoccupations liées à la création des emplois, mais aussi comment est-ce que nous pouvons chacun, dans sa spécificité, intervenir et de sorte que nous puissions tous concourir à cet objectif. Donc c'est ça. Aujourd'hui, la signification de cette séance de travail. Déjà, dans cette première séance de travail déterminante, le directeur général de l'ONEM a fourni 2 documents importants à exploiter pour une création rapide de plusieurs emplois. Judith Souminois, Premier ministre, a procédé au lancement des travaux de construction de la première école de chaînes de valeur agricole sur le site de Mbanza Louvaka dans la province du Congo central. Une manière pour elle de matérialiser la vision du président de la République, celle de la revanche du sol sur le sous-sol. Reportage Chimène Dondo. Mbanza Ngungu, 6 mars 2025, au cours d'une cérémonie organisée dans les installations de l'Université Congo, la première ministre chef du gouvernement a présidé le lancement des travaux de construction du centre communautaire des métiers. Cette école de métiers de la faculté d'agronomie de l'Université Congo est l'une des réalisations du projet d'entrepreneuriat des jeunes dans l'agriculture et l'agrobusiness en sigle PEJAB, une structure du ministère de l'Agriculture qui vise la réduction du chômage des jeunes par la création des conditions favorables de mise en place des entreprises d'agrobusiness. Le ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, ingénieur Grégoire Mouchaï Moutombe, a donné le nombre des jeunes incubés à ce jour par le PEJAB. L'entrepreneuriat des jeunes dans l'agriculture est en effet un élément clé de la politique agricole de notre pays et de l'atteinte des perspectives d'emploi formelles et informelles telles qu'articulées dans les premiers piliers retenus dans le programme d'action du gouvernement pour la période allant de 2024 à 2028. Avec 3174 jeunes incubés à ce jour,
Mon ministère entend accompagner le PJAP en dépit de quelques difficultés rencontrées par les bénéficiaires. Selon le coordinateur du Front social de la République, Philippe Ngwala, cette école est un véritable outil pour le développement des compétences. L'épuration ethnique s'installe peu à peu dans le Grand Kivu, tel que je l'ai annoncé dans ce journal, où la République du Rwanda exerce son plan expansionniste, accusé par le M23 AFC de soutenir en force surnaturelle les Wazalendo. Les autochtones pygmées sont menacés de quitter leur milieu naturel pour se préserver. Ces derniers se sont constitués en groupe de défense. Joséphine Liondo. Les autochtones pygmées sont-ils menacés de quitter leur espace vital? Une question loin d'être virtuelle s'observe avec inquiétude dans la partie du pays occupée par l'armée rwandaise. Une politique d'épuration ethnique s'installe petit à petit dans le Grand Kivu où le Rwanda exerce son plan expansionniste. En marge de la journée du 8 mars dédiée aux droits de la femme, la coordonnatrice nationale de la cellule technique d'appui aux affaires coutumières et intégration des peuples autochtones, Nicole Moussadibi Tota, a lancé un message de réconfort et d'espoir aux femmes autochtones pygmées victimes des exactions dans l'est du pays. Il faut qu'il garde l'espoir, il faut qu'il y ait la résilience, parce que c'est une situation qui est arrivée, qui n'était pas prévue, la force majeure comme on l'appelle. Donc on leur demande d'être forte, la population est avec eux, nous les soutenons et le gouvernement fait tout pour que les choses puissent revenir à l'ordre. Pour essayer de prendre soin de ceux qui sont à l'hôpital, ceux qui ont fui. Donc il y a les mécanismes, les dispositions qui sont en train d'être prises par le gouvernement. Nous demandons à toutes les femmes autochtones de s'enrôler massivement. Nous savons que le peuple autochtone a une force et on a besoin de cette force-là dans l'armée. Préserver leurs terres, le peuple autochtone pygmée s'organise parfois en groupe d'autodéfense ou se rallie au Wazalendo. Ici, la perche leur est tendue pour rejoindre les rangs des FARDC. À l'occasion de la journée des droits de la femme, plusieurs acteurs se sont réunis pour échanger sur les enjeux liés à l'égalité et à l'autonomisation des femmes. Un reportage de Joël Makela et Sienda Emaka. La journée des droits des femmes, une opportunité pour les acteurs nationaux et internationaux d'échanger autour des questions relatives à l'égalité et à l'autonomisation des femmes. Chantal Michikou, du ministère du Genre, a à cette occasion rappelé l'importance de cette journée. Elle a aussi expliqué le thème national, la Congolaise, au centre de toutes les ambitions, en lien avec les thèmes internationaux sur les droits et l'égalité. Les intervenantes ont insisté sur l'égalité des chances, notamment dans le secteur où les femmes sont sous-représentées, cas de Saucire. C'était pour qu'on puisse partager entre nous, que nous puissions nous encourager à ne pas baisser les bras, à aller de l'avant, à nous performer et à insister sur la méritocratie. Adèle Moussambi de la NEP a mis en exergue les avancées juridiques sur les droits des femmes au travail. Elle a en outre plaidé en faveur d'organisations pour des formations. Denise Selingbe Boussert, épouse du directeur général de la Saussure, explique. La femme, ici au sein de Saussure, a été invitée à pouvoir briser ce plafond de verre, à pouvoir avoir des ambitions. Et pour concrétiser ces ambitions, elle doit intérioriser d'abord les instruments que la société, la nation et au niveau international qu'on a mis à sa disposition. Cette journée a été un appel à l'action, rappelant que l'égalité est une responsabilité collective. Les hommes peuvent bénéficier aussi des avantages liés au travail de leurs femmes, comme dans la société Saucire SA et Sogaz SA. Et puis pour boucler ce journal, le Conseil universel pour la paix des nations et continent CULPAC en sigle a organisé une matinée de mobilisation et d'engagement patriotique pour le rétablissement de la paix dans la partie est du pays. David Moubenga pour ce reportage. Le Conseil universel pour la paix des nations et continent CULPAC
a célébré à sa manière la journée internationale des droits de la femme en organisant le samedi 8 mars 2025 au Palais du Peuple une matinée de mobilisation et d'engagement patriotique pour le rétablissement de la paix en République démocratique du Congo. Plusieurs personnalités ont pris la parole à cette occasion. Dans la foulée, le directeur général du CULPAC, Daniel Santoubiko, a de prime abord lancé un message pathétique dénonçant l'agression du pays par le Rwanda avant de rassurer l'assistance du retour à tout prix de la paix dans les territoires occupés grâce aux efforts des FARDC et de la diplomatie agressive du président de la République Félix Tshisekedi. Les communautés du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri qui souffrent dans leur chair des effets néfastes de cette guerre ont formulé leurs plaintes contre les agresseurs. S'en est suivi le message lu respectivement par la marraine pour la paix en Afrique et ambassadrice de la Croix-Rouge, Madame Liliane Temoni, qui a mis l'accent sur la violence, la pauvreté et l'absence de l'éducation dans les zones occupées. L'émissaire européen Louis Armand de Béjari a exigé une action réelle sur terrain. Enfin, le président humanitaire international Ghassan Kalala a d'une voix forte a affirmé que depuis plusieurs décennies qu'il vit en République démocratique du Congo, il n'a jamais vu ce pays attaquer l'un de ses voisins. Enfin, Trésor Bagayamukwe a salué la communauté internationale pour une fois qu'elle déclenche des sanctions contre les agresseurs. Merci à Sylvie Makumbani et Simokan Colombo qui ont réalisé ce journal sur la coordination de Jacques Kababwa. 23h, Robert Béchisensé revient sur ce plateau pour vous informer. Moi, je vous retrouve demain à 20h avec le même plaisir. Au revoir.